à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 5 juin. Nous vous emmènerons au Monténégro suivre un projet d'étude et de protection des grandes nacres, un projet soutenu par la Fondation Prince Albert de Monaco. Vous entendrez le neuropsychiatre Boris Cyrulnik invité par l'association Devoir de mémoire pour parler résilience et littérature. Coup de projecteur sur les ateliers de sensibilisation au handicap dans les écoles de la Principauté. Nous irons faire un tour du côté de Macao où un café de Paris Monte-Carlo a ouvert ses portes il y a bientôt un an. Et notre invitée de la semaine est aujourd'hui Estelle Antonielli, en charge du tourisme, responsable à la direction du tourisme et des congrès. Depuis sa création en 2006, la Fondation Prince Albert II de Monaco soutient différents projets dans le domaine de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une action menée à Kotor, au Monténégro, portant sur la protection de la grande nacre. Regardez ce reportage. Protégée en France depuis 1992, la grande nacre Pinna nobilis est l'un des plus grands coquillages au monde. Véritable baromètre de la qualité du littoral, elle fait l'objet de plusieurs études, dont une menée par Monaco, l'Espagne, la France et le Monténégro. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est rendu dernièrement dans ce petit pays des Balkans à l'Institut de biologie marine de Kotor, avec qui sa fondation a signé un accord de partenariat il y a 3 ans, baptisé Pinnaspot. C'était pour avoir une meilleure connaissance, d'autant qu'on savait que dans les Bouches de Kotor, la situation était meilleure en termes de conservation qu'ailleurs. Si les populations de grandes nacres dans les Bouches de Kotor sont encore à l'abri des activités humaines, il n'en est pas de même dans les autres zones explorées. Les scientifiques de Kotor, des instituts espagnols, de l'Institut Paul Ricard, du Centre scientifique de Monaco, de la MPN et la Direction de l'environnement de Monaco échangent régulièrement sur les résultats des études menées. Les recherches ont révélé l'apparition d'une menace pour la grande nacre. Depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, et c'est de notoriété publique, cette grande nacre est sujette à un parasite dans tout le bassin méditerranéen qui fait que les taux de mortalité sont considérables et que l'espèce est proche de l'extinction ou voire de l'extinction totale dans certaines zones. Ça a commencé par l'Espagne, c'est passé en France, à Monaco bien entendu, et ça se répand. Donc il y a, je dirais, un intérêt redoublé à ce que la science se penche sur la situation de cette espèce pour bien entendu encore mieux la connaître et faire en sorte qu'on puisse, notamment par la détermination plus fine des caractéristiques génétiques de l'espèce, qu'on puisse éventuellement trouver des parades, voire même des possibilités de conservation ex situ qui permettent d'avoir une sauvegarde de quand même ce qui est une espèce emblématique de la Méditerranée. Au vu de la situation et de l'urgence, la Fondation Prince Albert II de Monaco a décidé de renouveler son partenariat de coopération avec notamment l'Institut de Kotor, un soutien de taille qui permettra aux scientifiques de poursuivre leurs recherches et de suivre l'évolution de cette maladie qui touche la Pinna nobilis. Boris Cyrulnik était de passage en Principauté. Le médiatique neuropsychiatre vient tout juste de sortir un nouvel ouvrage intitulé « La nuit, j'écrirai des soleils ». Il était justement convié par l'association Devoir de mémoire pour parler résilience et littérature. Il est au micro d'Alexandra Pani. Je pense que beaucoup de gens écrivent, énormément de gens écrivent. Certains écrivent pour avoir le prix Nobel ou le prix Goncourt et d'autres écrivent pour le tiroir. Et ce que j'ai vu dans les pays sud-américains ou dans les pays africains, où il y a beaucoup d'illettrés, il y a beaucoup de gens qui vont voir l'écrivain public, lui racontent leur vie et partent avec un trésor qui est leur vie, un rocher qu'ils vont donner à leurs petits-enfants. Et ce trésor, cet objet-là, pour eux c'est un trésor, et pour eux c'est la continuité. La descendance, je vais léguer à mes petits-enfants quelque chose. Je vais leur léguer des biens, si c'est possible, mais je vais aussi leur léguer une histoire. Et dans ce cas-là, ça va aider la vie quotidienne et l'identification de mes enfants. Je ne dirais pas que les mots sont des exutoires, je dirais que les mots, il faut les élaborer, c'est-à-dire les travailler. Et que les mots récités comme dans des slogans arrêtent la pensée.
alors que les mots raturés sur un papier, on hésite, c'est pas ça, non, elle peut pas comprendre, il faut que je recommence. Ça, c'est le travail des mots élaborés. Et là, c'est un travail de la parole qui modifie le cerveau. Puisque maintenant, avec la neuroimagerie, on voit que quand les gens récitent, le cerveau s'éteint pratiquement, puisque c'est tagada, 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 soin de soin, c'est pas la peine de réfléchir. Alors que dès qu'on travaille, on va chercher dans sa mémoire, on hésite, on vérifie. Et ce travail de la mémoire muscle certaines zones du cerveau, notamment le cerveau des émotions et le cerveau de la mémoire est musclé, il s'épaissit, on mesure la neuroimagerie, on mesure la modification de l'épaisseur des circuits limbiques par le travail de l'écriture. Nouvel atelier de sensibilisation au handicap dans les écoles de la Principauté. Le dernier en date a eu lieu hier à l'école des Révoirs. Christine Datomel est allée à la rencontre des écoliers pour connaître leurs sentiments. Le temps d'une matinée, l'école des Révoirs a permis aux enfants de prendre conscience des difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans leur vie quotidienne. Différents ateliers ont été mis en place pour les élèves et 5 thématiques ont été définies selon les tranches d'âge, ce qui a permis d'aborder les différents handicaps. Le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap moteur, la déficience intellectuelle et enfin pour les plus grands, un thème plus large, handicap et société. L'objectif premier de ces ateliers est déjà de changer un petit peu le regard sur le handicap dès le plus jeune âge et de faire comprendre aux enfants que la personne en situation de handicap est avant tout une personne, c'est-à-dire que concrètement, une personne en fauteuil peut jouer au basket, une personne non-voyante peut lire un livre et on peut tout à fait échanger avec une personne sourde par exemple. Ce sont plus de 4500 écoliers, collégiens ou lycéens qui souffrent aujourd'hui en France de handicap visuel. C'est pourquoi il est essentiel de faire prendre conscience aux enfants dès leur plus jeune âge des diverses déficiences qui existent et des difficultés rencontrées par ces personnes. Ils ont des chiens dans la rue pour s'aider, ou ils ont des cannes blanches pour voir s'il n'y a pas de gens devant partout. Et voilà. Et maintenant, quand tu verras une personne malvoyante ou aveugle, qu'est-ce que tu vas faire? L'aider. En faisant quoi par exemple? En l'aidant, en lui disant tu peux aller sur la route si elle n'a rien du tout. À l'aide de différents ateliers de questions-réponses, des enfants de CP ont ouvert les yeux sur ce handicap encore mal connu du grand public et les petits ont même pu apprendre quelques notions de braille. J'écris comme si j'étais aveugle. Est-ce que c'est difficile? Non, on fait des petits points. Et avec ces petits points, qu'est-ce qu'on fait? On passe la main dessus. Les petits sont très réceptifs, donc ce n'est pas aussi difficile que ça, puisqu'ils arrivent à se repérer par les points, par les chiffres. Et pour moi, ce n'est pas très difficile. Je me rends compte avec les enfants qu'ils arrivent à comprendre le système. Donc ils se laissent vraiment porter. Susciter la curiosité des élèves et capter l'attention par le jeu, tel est l'objectif de cette matinée de sensibilisation afin d'amener les enfants à réfléchir sur la déficience visuelle. Je pense que c'est un handicap quand même difficile et quand même un peu dangereux. Pourquoi? Parce qu'on la vue c'est très important pour écrire, pour lire et pour voir qu'est-ce qu'on fait. Ma mamie elle est aveugle donc j'ai l'habitude de voir une personne aveugle. Et alors comment tu fais avec ta mamie? Quand je vais avec elle, je lui donne la main et je lui apprends à voir. Et hier, elle a pris l'avion pour venir à Monaco. Les mises en situation immersives ont permis de faire passer un message d'entraide et de tolérance tout en conservant une dimension ludique. À noter, la 8e rencontre monégasque du handicap aura lieu le 3 décembre prochain. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. C'est un serial entrepreneur. Riccardo Girodi est à la tête de très nombreux restaurants à travers le monde et il ne cesse d'accroître son empire gastronomique. Celui qui a grandi à Monaco vient d'être honoré par l'Ambassadors Club. Il a reçu des mains du ministre d'État Serge Tel le diplôme d'ambassadeur de bonne volonté 2019, une distinction qui rend ainsi hommage à son parcours professionnel.
Jean Vanier est décédé le 7 mai dernier. Le fondateur de l'association L'Arche bénéficiait d'importants soutiens en principauté. Ils ont décidé de lui rendre hommage en projetant un documentaire qui revient sur son œuvre. Ce film sera projeté le mercredi 12 juin dans l'auditorium de l'Agora Maison Diocésaine. Il y aura 3 séances à 16h, 18h et 20h30. On a gagné une humanité qui peut être heureuse ensemble. Prenons la direction de Macao à présent. Dernièrement, vous avez pu découvrir sur notre antenne une exposition consacrée à la princesse Grâce au Galaxy Macao. Eh bien, sachez que le complexe accueille depuis peu une enseigne bien connue ici même en principauté, le Café de Paris Monte-Carlo. Regardez ce reportage réalisé par une équipe de Monaco Info sur place. Au cœur de la vie monégasque depuis 150 ans, le Café de Paris Monte-Carlo s'exporte à Macao. Depuis bientôt 1 an, la Société des Bains de Mer propose une déclinaison de sa célèbre brasserie au Galaxy Macao dans un lieu qui n'est pas anodin. En effet, le groupe chinois est l'un des actionnaires de la SBM. Situé à quelques pas de l'une des attractions du complexe, on y retrouve les codes du Café de Paris, son design, son élégance, une part de Monaco à 9500 km de la principauté. Le circuit qui se trouve, la racetrack qui se trouve juste derrière nous, ça reflète ce qui compare Monaco et Macao. C'est une des similarités. Ils ont un circuit, pas de Formule 1 mais de Formule 2, qui se déroule en ville comme dans Monaco. Les casinos, ce côté un peu luxe et fête qu'on retrouve, c'est les similarités. Bon, après, derrière, les touches monégasques, la princesse Grâce, quelques images de Monaco et les uniformes du Café de Paris. Les saveurs méditerranéennes ne sont pas oubliées puisque de nombreuses spécialités qui font la renommée du Café de Paris sont proposées à la carte. On retrouve la carte du Café de Paris, donc le steak tartare, les barbadjans, on a de la pisse saladière maintenant. Des truites meunières, le steak tartare comme je le disais fait devant le client, la crêpe Suzette, donc vraiment, et la daube de bœuf. On est vraiment dans des plats traditionnels de la Provence en général, la Côte d'Azur principalement. Et qui de mieux qu'un employé monégasque pour parler de ses spécialités, après avoir vécu différentes expériences en hôtellerie-restauration en principauté, à Londres ou en Australie, Olivier Cellario a posé ses valises il y a 1 an et demi à Macao. L'adaptation n'a pas été simple, mais son esprit d'ouverture et sa soif de découverte lui ont rendu les choses plus aisées. Ce qui m'a amené à voyager, l'envie de découvrir une autre culture, donc que ce soit l'Australie ou ici l'Asie, on va dire la Chine et Macao, une culture, une autre approche du travail, une autre vision et l'envie de parcourir le monde, on va dire. C'est difficile de s'adapter à un rythme chinois ? Au début, difficile, parce que c'est des travailleurs, bosseurs, difficile, plus la langue, on va dire, la langue, on a un peu l'appréhension au début, mais après derrière, par l'anglais, c'est très simple. Mais vraiment la culture, le rythme, apprendre derrière, mais au bout d'1 an, on s'y fait, et je le conseille à tout le monde. Vous parlez chinois ? Xiu-xiu, un petit peu. Olivier n'exclut pas un retour en principauté, mais en attendant, il profite de cette expérience enrichissante en Chine. Puis le monégasque aime le dire, il a son petit bout de rocher à Macao avec le Café de Paris Monte-Carlo. Et nous avons rejoint notre invité de la semaine. Il s'agit aujourd'hui d'Estelle Antonielli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du tourisme responsable à la direction du tourisme et des congrès. Nous allons parler ensemble de cette campagne Green is the New Glam, une campagne lancée en 2018. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer la genèse de cette campagne ? Alors oui, la genèse, c'est simplement que depuis une dizaine d'années à peu près, la direction du tourisme a une cellule qui est dédiée au tourisme responsable et à la promotion du tourisme responsable en principauté. C'est vrai qu'en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Le tourisme a évolué. Maintenant, penser tourisme responsable devient une évidence, surtout à Monaco, puisque nous avons un engagement fort, une politique environnementale forte. Donc forcément, le secteur touristique se doit d'aller dans ce sens pour suivre les objectifs de carbone neutre en 2050.
Et de ce fait, nous faisons beaucoup de choses avec bien sûr les hôteliers, les restaurateurs, les centres attractifs pour promouvoir, et rien de mieux pour promouvoir le tourisme responsable qu'une campagne de communication avec une stratégie qui est basée donc sur un slogan « Green is the new glam », qui justement fait la synthèse de tous les atouts de la principauté, à savoir le luxe et l'écologie, l'environnement. Alors comment a été élaboré le contenu de cette deuxième édition? On le rappelle parce que Green is the New Glam avait été lancé en 2018. Oui, c'est ça. Alors en fait, en 2018, on a lancé le slogan Green is the New Glam avec une première série de clips vidéo. Ces clips vidéo étaient vraiment pour poser les bases des atouts de la principauté, faire la promotion et faire connaître les actions menées par les principaux acteurs. Sur les piliers bien sûr de développement durable qui sont la mobilité, la biodiversité, l'engagement des hôteliers et l'engagement des restaurateurs pour une nourriture bio, locale et de saison, et tout ce qui est tri et recyclage des déchets. Pour la deuxième campagne, on a décidé de garder ces piliers phares, ces thèmes piliers phares de développement durable, mais alors cette fois-ci de façon beaucoup plus décalée, puisqu'on estimait que les bases étaient donc posées en 2018. On pouvait se permettre d'être plus originaux, donc c'est pour ça que cette campagne est très mode. On a décidé de jouer sur les codes de la mode, donc c'est très coloré. Elle est aussi destinée peut-être à un public plus vers l'international. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, à qui s'adresse cette campagne? Alors la campagne, elle est destinée bien sûr à tous les visiteurs potentiels. Elle est diffusée à l'international. On la diffuse aussi sur les réseaux sociaux. On joue beaucoup sur les réseaux sociaux avec des visuels aussi. On s'appuie sur des visuels, des posts sur Facebook, Instagram. On a également un site internet qui est dédié cette année à la campagne Green is the New Glam. Cette campagne prouve aussi que l'on peut associer glamour et protection de l'environnement. Alors effectivement, c'est vrai que c'était un peu notre challenge à la direction du tourisme d'allier ces deux notions. Puisqu'on le sait, Monaco, c'est une destination de tourisme de luxe. Mais on voulait vraiment faire ressortir toutes les actions qui étaient menées en principauté par tous les acteurs du tourisme responsable. Et l'Organisation mondiale du tourisme, qui était venue en 2017 pour évaluer la destination, nous avait dit voilà, il faut vraiment communiquer sur vos atouts parce que c'est vraiment des atouts, c'est concret, vous faites du concret, n'ayez pas peur de jouer là-dessus et de communiquer sur voilà, toutes ces belles choses qui sont faites en principauté. Et avec notre direction et la direction de la communication, on a trouvé ce slogan Green is the New Glam, et de là donc ont découlé toutes ces campagnes, puisque maintenant on en est à la deuxième année. Et c'est une stratégie sur 3 ans, donc on travaille déjà sur une 3e année. Et également sur le tourisme d'affaires, puisque dans ces 10 années qui se sont écoulées depuis nos réflexions sur le tourisme responsable, 2018 a été la première année où vraiment on a travaillé sur la promotion du tourisme responsable dans le tourisme d'affaires. Et d'ailleurs, on vient de lancer également un spin-off, donc un dérivé de la campagne Green is the New Glam, dédié à un public plus business. Plus tourisme d'affaires. Plus tourisme d'affaires. Donc le clip a été lancé sur un salon du tourisme d'affaires en Allemagne au mois de mai. Et ces campagnes plaisent énormément. Vraiment, autant par le public, qui, on le voit, like nos différents posts, mais aussi par les autres destinations qui ont eu l'occasion de la voir. Puisque nous avons pas mal de destinations en fait, qui sont revenues vers nous en nous disant qu'eux aussi essayaient de faire leur promotion, la promotion de leur tourisme responsable. Mais en fait, ils avaient du mal à appréhender la chose, et ils trouvent que voilà, on traite la notion d'une façon très originale, et ils aiment beaucoup ça. Alors vous l'avez dit, un site internet, oui. Les réseaux sociaux, et vous pouvez également découvrir ces clips sur Monaco Info à l'issue de ce journal. Merci beaucoup Estelle. Avec plaisir. Et je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours.
C'est une journée plutôt ensoleillée qui nous attend demain jeudi. Les températures continueront de monter avec un pic à 22 degrés au meilleur moment de la journée. Vendredi, quelques passages nuageux sont annoncés dans la matinée, mais le temps deviendra beaucoup plus instable dans l'après-midi. Samedi, la journée sera agréable, mais le temps se couvrira progressivement. Dimanche, des averses et orages possibles. Les températures oscilleront entre 17 et 22 degrés. Le début de semaine prochaine devrait être très instable. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À très bientôt sur Monaco Info.